Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Note de l'auteur. Note de l'auteur. Le développement de nombreux thèmes de ce livre, leurs illustrations par des exemples et les références bibliographiques et documentaires qui y sont associées peuvent se trouver dans les 2 livres précédents de l'auteur parus chez le même éditeur. En 2011, Le pouvoir aux régions, la reconstruction géopolitique du territoire français, 240 pages. En 2012, En finir avec l'organisation centralisée du territoire, 40 ans d'exception française, ça suffit. 90 pages. Que de débats n'ont-ils pas tenu? Que de textes n'ont-ils pas adoptés pour faire croire à l'opinion qu'on voulait rénover l'organisation administrative du pays? J.J. Servan-Schreiber, Le pouvoir régional, 1971, page 51. Plus de 40 ans plus tard, cette affirmation est toujours d'actualité. Que s'est-il donc passé pour devoir reprendre aujourd'hui les combats d'hier? Et lancer encore une fois un plaidoyer pour la décentralisation et la réforme des institutions territoriales? D'hier à aujourd'hui, la réforme des territoires. Que de fois n'a-t-on pas entendu parler de l'indispensable simplification du millefeuille territorial? Peut-on encore y croire quand on sait que ce sujet revient régulièrement à l'ordre du jour, depuis des décennies? Bien sûr, il faut réduire le nombre de couches de cet assemblage de territoires et d'assemblées d'élus, qui se sont empilés au fil des décennies et des gouvernements qui les ont mis en place. Tout cela était déjà à l'ordre du jour à la fin des années 60, alors que le club Jean Moulin propose le regroupement des communes, considérant que régions et départements ne peuvent subsister ensemble, que le département est devenu trop étroit et inadapté aux réalités de l'urbanisation croissante et que les régions doivent être moins nombreuses pour les rendre plus fortes. Aujourd'hui, les 36 000 communes sont toujours en place, tout comme les 96 départements métropolitains et les 21 régions sont devenues 22 avec la Corse. En 1971, dans son appel à la réforme, J.J. Servan-Schreiber prône une prise du pouvoir par les régions, c'est-à-dire leur émancipation, tout comme celle des différentes collectivités locales qui, anémiées, sont contraintes de recourir sans cesse à l'État central, écrit-il à ce moment-là. Elles sont aujourd'hui, en 2014, encore plus qu'hier dans cette situation de dépendance financière vis-à-vis de l'État central qui les tient sous sa coupe, puisqu'il reste maître du jeu, en détenant le robinet des subventions et des dotations en tout genre qui seul leur permet de fonctionner. Dans les années 70, le président de la République Valéry Giscard d'Estaing, en évoquant l'impossible cohabitation entre les régions et les départements, considère que les Français devront choisir entre les deux. On en est toujours là. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, sous la présidence de François Mitterrand, décentralisation, régionalisation et réforme territoriale ont cru voir leur aboutissement, alors qu'il ne s'est agi en fait que d'une étape dans une longue marche, souvent interrompue par la suite, où les mesures appliquées, trop souvent appelées abusivement réformes, relevaient plus du piétinement que de la marche en avant. Régions et départements sont cependant devenus des collectivités territoriales avec des assemblées élues au suffrage universel désignant leur président, mais l'autonomie acquise n'est qu'illusion, tellement le manque de pouvoir réel et de moyens est évident. On s'est contenté d'allonger la laisse au bout de laquelle les collectivités locales sont restées attachées à l'État central. Au début des années 2000, le gouvernement Raffarin relance une nouvelle étape de la décentralisation nommée Acte II, montrant ainsi que les lois des fers de 1981 à 1982, qualifiées désormais d'Acte I, étaient bien insuffisantes en la matière. Alors que les régions sont annoncées comme devant devenir les acteurs majeurs de la nouvelle phase de décentralisation, c'est le département qui se voit attribuer de nouvelles ressources et de nouvelles responsabilités, la région restant le parent pauvre de cette phase de décentralisation dont les avancées sont plus que limitées. Qu'à cela ne tienne, on n'hésitera pas en 2003 à faire inscrire dans la Constitution française que désormais, la France est une république décentralisée. Pourtant, si tel est le cas, pourquoi avoir encore aujourd'hui besoin d'un ministère de la décentralisation et devoir 10 ans plus tard engager l'acte 3 de cette décentralisation qui s'annonce une fois de plus de la même cuvée que les précédents? Par combien d'actes faudra-t-il encore passer pour en arriver à une véritable décentralisation? Depuis les années 60,
Les politiques n'ont jamais cessé de parler d'aménagement et de réforme du territoire, de décentralisation et de régionalisation, tout en continuant à fonctionner et à organiser le pays de façon centralisée. À chaque échéance électorale, ils en appellent à la rupture et au changement et n'hésitent pas par la suite à considérer la moindre réforme, même avortée, comme une révolution. Avec la gauche qui revient au pouvoir en 2012, une nouvelle occasion se présente de réformer en profondeur le millefeuille territorial et de permettre aux régions de prendre le pouvoir qui leur manque pour sortir du centralisme. Mais au lieu de lancer immédiatement un tel programme de réforme, le nouveau président François Hollande commence par annoncer le 5 octobre 2012, lors des États généraux de la démocratie territoriale, la création d'un Haut Conseil des territoires. Ce Haut Conseil, qui a été vite supprimé suite à l'opposition des sénateurs, montre bien qu'à ce moment-là, il n'est pas dans l'intention du président d'alléger le millefeuille territorial, puisqu'il propose une autre instance pour tenter de mieux le faire fonctionner. Lors de ces mêmes États généraux tenus à la Sorbonne, il est même encore présenté comme un atout. Le millefeuille est une chance, pas un fardeau, déclare le président du Sénat, ajoutant même que chaque échelon conserve son utilité. En janvier 2014, c'est au tour de Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État, d'affirmer devant le président socialiste des Côtes-d'Armor et de l'Association des départements de France que le millefeuille territorial n'a pas à craindre de perdre une de ses couches. Après de telles déclarations, comment s'attendre à voir s'engager la bataille décisive sur la décentralisation et la réforme territoriale, que va pourtant annoncer en avril 2014 le nouveau Premier ministre Manuel Valls. Mais quel crédit lui accorder, alors qu'il était auparavant ministre de l'Intérieur d'un gouvernement où la réforme territoriale n'a fait l'objet que de reports et de propositions contradictoires ? Il faut bien reconnaître le fort lien existant entre le millefeuille territorial et le centralisme. Celui-ci se nourrit de toutes ces structures territoriales qui se réfèrent le plus souvent directement à l'État et au gouvernement central, en ignorant la capitale régionale. De plus, en concevant toujours aujourd'hui comme hier, leur désenclavement exclusivement par rapport à Paris, les régions sont depuis longtemps devenues complices du système centralisé. Après des décennies de multiples politiques de décentralisation et de régionalisation, la France reste un des pays les plus centralisés, tant dans son organisation que dans son fonctionnement, et fait toujours figure d'exception en Europe. La mosaïque des 96 départements de l'Hexagone, directement branchés sur les ministères parisiens, et faisant le plus souvent cavalier seul, bloque toute véritable émancipation de la région. En se contentant jusqu'à ce jour du peu de pouvoir et de moyens qu'a bien voulu lui consentir l'État central, la région est devenue au fil des années complice d'un système qui privilégie les relations avec Paris au détriment des capitales régionales. Traduite il y a longtemps par la formule Paris et le désert français, cette centralisation parisienne des populations, des activités et des pouvoirs, tout comme celle de l'organisation du territoire, va non seulement se maintenir au fil des années, mais se renforcer en s'élargissant à la région Île-de-France dans son ensemble. Ces inégalités territoriales se sont même accrues au fil des années, malgré les relances répétées des politiques de décentralisation et d'aménagement du territoire. Elles se traduisent par les inégalités d'accès aux services, créant des zones sous-équipées qui se sont élargies avec l'abandon de lignes ferroviaires, la fermeture de gares, de postes, de gendarmeries, de cabinets de médecins, de palais de justice, de cliniques et de maternités. Aucune véritable politique n'a été élaborée, alors que la sonnette d'alarme sur la nécessité d'un programme de rééquipement des territoires est agitée régulièrement, comme une fois encore en juillet 2014, dans un rapport soumis au gouvernement identifiant 250 bassins de vie en grande difficulté, qualifiés de territoires hyper-ruraux au seuil de l'effondrement, parce que services et équipements essentiels ont disparu. Ce sont les nouveaux déserts français, qui font la une d'un quotidien national en août 2014. À des degrés divers, c'est plus de la moitié des départements qui sont concernés, en particulier dans cette diagonale du vide qui s'étend des Ardennes aux Pyrénées à travers le Massif central. Le rôle et le poids de Paris dans le centralisme. Concevoir différemment l'organisation du territoire était pourtant l'ambition d'une politique amorcée dans les années 50 et incarnée par la DATAR,
délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Cette institution d'État, créée en 1963, a été le bras armé de tous les gouvernements réaffirmant régulièrement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.